Bienvenue dans cette deuxième session de la matinée. Une session consacrée à trois illustrations dans les sciences sociales de cette question du militantisme académique. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir d'abord Mathieu Montalban, qui est économiste industriel, spécialiste des institutions et de l'innovation, et qui va donc nous parler de ces controverses au sein de l'histoire économique, et à qui je laisse la parole sans plus attendre. Merci, Monsieur le Président. Vice-président, pardon. Bonjour, je vais d'abord me présenter un petit peu plus. Bon, voilà. Allô. Bon, puisqu'il a été dit qu'il était important de se positionner sur le plan, si je puis dire, des valeurs et pas simplement de qui on est sur le plan scientifique, c'est bon? Oui. Alors, effectivement, je suis spécialiste d'économie industrielle et des institutions, mais il se trouve aussi que j'ai eu une vie militante et que il se trouve aussi que le champ des économistes est un champ de lutte pour le monopole de la vérité du champ scientifique, du champ des économistes, qui fait que, eh bien, forcément, j'ai, quand j'étais jeune, plutôt appartenu à un camp. Et j'ai fait partie notamment d'associations professionnelles défendant le pluralisme, et maintenant je n'en fais plus partie. En partie parce que je suis plus tout à fait d'accord avec ce que je défendais quand j'étais jeune et la manière dont le militantisme académique de cette branche fonctionne aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que j'ai perdu des amis. Pas encore. Ça viendra peut-être. Alors, pourquoi je vais vous présenter ce sujet sous l'angle des controverses scientifiques au sein de l'histoire de la pensée économique, parce que je pense que c'est une bonne façon de comprendre la structuration d'un champ et comment il y a les tensions qui peuvent exister entre la liberté académique, les questions, je dirais, qu'on pourrait dire normatives, les questions dites positives, c'est-à-dire scientifiques, et puis la façon dont se structure un champ et comment il évolue dans l'accumulation des savoirs. Alors les controverses en économie, il y en a eu pléthore. Et je dirais même que ça fait partie de l'ADN de la profession, en quelque part, ou ça l'a été, en tout cas, puisque c'est une discipline qui s'est appelée, je crois que vous le savez, l'économie politique. Bon, alors dire que l'économie politique est neutre politiquement, bien sûr, tout de suite, ça peut faire sourire. Alors c'est vrai que désormais, elle s'appelle la science économique, ça fait un peu plus sérieux, un peu plus analytique, justement, ou analyse économique. Mais quand même, il y a une origine qui est liée au fait que c'est une science qui est née au service du prince. D'accord ? Au départ, c'était pour guider la politique économique, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique économique, c'est-à-dire les décisions de l'État. Ce qui veut donc dire que c'est une science comme la médecine. Je tiens à le dire, les économistes sont plus proches des médecins que de n'importe quelle autre science. En réalité, c'est une science à vocation interventionnelle. Elle vise à résoudre un problème d'un organisme qu'on appelle l'économie, la société, et il faut un diagnostic. Et donc, ça va impliquer un certain nombre de débats pour faire le bon diagnostic. Et comme en médecine, vous avez des controverses sur savoir quel est le bon traitement, celui qui ne veut pas tuer le patient. Il y a des ratios bénéfices-risques entre les différentes possibilités. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une tension inhérente à l'analyse économique entre ce que j'appelais tout à l'heure jugement de fait et jugement de valeur, ce qu'on appelle aussi en économie positive, économie normative. Économie positive, c'est les faits, la science, entre guillemets. Économie normative, c'est ce qu'il faudrait faire, idéalement pour améliorer l'organisme, mais du coup, c'est pas neutre politiquement, puisque ça veut dire qu'on se positionne sur un angle de certaines valeurs, même si en général, les valeurs sont celles du gouvernement, et on est censé s'aligner pour qu'on aille dans le sens que le gouvernement le veut le plus efficace. Voilà. Il y a d'autres raisons qui expliquent les controverses et qui sont liées, là aussi, intrinsèquement à la nature de la discipline, la multiplicité des causes expliquant les comportements, le fait qu'on est dans un monde changeant. Il y a des difficultés de mesure et d'expérimentation propres à l'économie. C'est très difficile de faire des expérimentations sur le monde entier. Si on vous dit, on va tester une théorie que je vous parlerai tout à l'heure sur l'effet des salaires sur l'emploi, baissons les salaires de 50%, juste pour voir ce que ça fait. Et est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Peu importe, c'est juste pour la science, vous êtes des cobayes, et on voit comment ça évolue. Bon, donc évidemment c'est compliqué. Et par ailleurs, c'est une science potentiellement performative, c'est-à-dire que le fait que j'énonce quelque chose peut le rendre vrai.
Si tout le monde croit, par exemple, qu'il y a une corrélation entre les cours boursiers et les cycles solaires, eh bien, vous verrez qu'il y aura une corrélation entre les cycles boursiers et les cycles solaires, parce que vous l'avez cru. Voilà. Donc, bon. Donc, les controverses, ça a existé par la nature intrinsèque de la discipline, sa difficulté, son positionnement, et ça crée des écoles, mais ces controverses se traduisent rarement par la mort d'une école. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est un champ, l'analyse économique, au sens de Bourdieu. C'est une discipline, donc un champ, c'est intéressant le terme discipline, discipline scientifique. Ça veut dire qu'on impose une autorité, des normes, etc., pour faire fonctionner ce champ. Comme tout champ, c'est un lieu de conflit pour l'accumulation d'un capital symbolique, ici qui est la légitimité scientifique, le crédit scientifique, et le positionnement des agents dépend au fond de leur capital, c'est-à-dire ce qu'ils ont accumulé comme capital social, le nombre de personnes qu'ils ont convaincues, grosso modo, les publications. Et il y a un habitus propre à ce champ qui est la croyance en la vérité peut-être, et puis un certain nombre de normes qui permettent le fonctionnement de la science. Donc le champ scientifique fonctionne sur des normes qui permettent la fabrication d'un consensus, ou en tout cas d'une objectivation des faits, d'accord, via la concurrence, via le contrôle des pairs, etc. Tout cela étant très imparfait. Hein, on n'est pas en train de dire que ça fonctionne toujours très bien, mais en tout cas, il y a une définition des frontières du champ pour dire ceux-là sont dans le champ, ceux-là n'en font pas partie. OK ? Bien. Alors, dans une particularité de l'analyse économique, c'était analysé par Frédéric Le Baron, c'est que c'est une science qui est moins autonome que beaucoup d'autres champs scientifiques, puisqu'elle est forcément liée au pouvoir économique, notamment, mais pas que économique, mais aussi politique. Ça peut paraître unitaire de l'extérieur, mais c'est beaucoup plus fragmenté qu'on le croit, avec effectivement des écoles qui se font la guerre, même si c'est structuré de façon dominant-dominée, comme dans tout champ à la Bourdieu. Voilà. Alors, l'enjeu de la liberté académique là-dedans, c'est qu'il y a une tension importante finalement entre l'importance du pluralisme méthodologique, donc concurrence, consensus, et entre positif et normatif. Donc la question qui va traverser mon propos, ça va être la question de la capacité d'une école à se reproduire dans un champ, et la capacité à assurer l'autonomie d'un champ scientifique par rapport au champ économique. Ce qu'on peut dire, si on regarde les choses d'un point de vue analytique sur la liberté académique, c'est qu'en général, le monopole, comme pour tout est connu, c'est mal. C'est inefficace, donc on est plutôt favorable, a priori, à la concurrence, on devrait en tout cas, pour ce qui veut dire la liberté académique. Puisque c'est une source d'innovation, une source de progrès. Par ailleurs, les connaissances sont des biens publics, ce qui veut dire qu'elles sont favorables collectivement, et qu'il y a un système de distribution des récompenses qui devrait militer en faveur d'une certaine liberté académique. Alors, le vrai paradoxe ici, c'est que si on regarde ce que je vais vous raconter après, c'est que vous pouvez avoir ce discours sur la liberté académique et en même temps le discours sur dire en fait, il y a la vraie science et donc il faut un monopole de ceux qui énoncent la vraie science. Donc, c'est toujours un petit peu la tension propre, par exemple, dans le champ français. Ce que je vais défendre ici, c'est qu'il est utile de regarder les controverses et comment elles se ferment et elles ne se ferment pas, qu'il y a une tension, que j'ai déjà dite, entre, en gros, l'importance de la liberté académique comme moyen d'améliorer la science et en même temps comme entretien de débats idéologiques inutiles, enfin, du point de vue scientifique, pas du point de vue politique, hein, mais du point de vue scientifique, et que la clôture des controverses dépend beaucoup de la possibilité de mesurer, de formaliser les questions et les objets, et de savoir si on a une distance ou non importante avec les questions normatives. Plus on est loin, plus c'est facile, plus on n'en a pas, plus c'est compliqué. Voilà. Donc évidemment, c'est très compliqué en économique, on va le voir. Alors je vais aller directement vers un certain nombre de controverses, en essayant de ne pas trop vous embêter. Je ne vais pas aller trop dans le détail de ces controverses, j'ai déjà consommé pas mal de temps. Donc d'abord, une controverse qui rejaillit sur le contemporain, sur le ancienne, mais qui rejaillit sur le plan contemporain, sur le champ français. Puis ensuite, deux controverses, dont je vais vous montrer qu'elles ne sont pas neutres sur le plan idéologique, mais elles ont quand même permis du progrès scientifique. Première controverse, et donc non close, ça commence avec ce qu'on appelle la querelle des méthodes, et puis
c'est le positionnement aujourd'hui de l'orthodoxie et l'hétérodoxie dans le champ français, mais c'est aussi vrai sur le plan international en réalité. Alors, la querelle des méthodes, die Methodenstreit, c'est une querelle qui va avoir lieu entre 1870 et 1890, même jusqu'à 1900 à peu près, entre deux courants, essentiellement deux économistes célèbres. Karl Menger, représentant de l'école autrichienne d'économie marginaliste, ce qui va devenir le nouveau mainstream de l'analyse économique à partir du XXe siècle. Et puis Gustav Schmoller, qui était un économiste dit de l'école historique allemande, la jeune école historique allemande, et qui défendait finalement un point de vue assez différent. Donc ces deux écoles s'opposent. Je vous ai fait un petit peu Enfin, j'ai repris un travail d'un collègue, mais c'est assez juste, je suis assez d'accord avec ça. L'opposition paradigmatique de ces deux écoles. Sur le plan méthodologique, elles ne sont d'accord sur absolument rien. C'est assez facile. Sur le plan philosophique, c'est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc sur à peu près tout. D'accord ? Il y en a qui sont inductivistes. D'un côté, on est inductiviste, d'autre déductiviste. D'un côté, on est compréhensif, d'autre explicatif. D'un côté, on parle d'universalisme, de l'autre de relativisme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On parle de loi scientifique d'un côté, de l'autre, on parle de loi de changement, enfin en tout cas d'une vision très relativiste de la science. Et ça va structurer deux écoles différentes qui ont... Alors, l'école historique allemande n'existe plus en tant que telle, mais il y a tout un courant qu'on appelle l'institutionnalisme, dont je suis un peu un héritier lointain, plutôt de ce côté-là. Et puis vous avez le mainstream qui est toujours sur le plan méthodologique avec les mêmes points de vue que Menger, en fait. Et en fait, querelle, là, sur le plan de l'histoire de la pensée, n'a rien donné. Les deux écoles ont continué à vivre de leur côté. Alors une qui a gagné et une qui a perdu sur le plan, je veux dire, de la domination. Et puis ça donne aujourd'hui dans le champ français la lutte entre les hétérodoxes et les orthodoxes. Alors, l'orthodoxe, c'est en gros les héritiers de Menger, si je fais très simple. Et il y a une lutte pour la légitimation des hétérodoxes, c'est-à-dire certains des héritiers de Schmoller et d'autres, parce qu'il n'y a pas que la vision de Schmoller dans les hétérodoxes, mais globalement. Et cette lutte passe par qui a des postes, comment on se légitime, quelles sont les revues qui comptent et qui ne comptent pas, etc., etc. Donc, ça rejaillit aussi sur un plan politique, parce qu'il faut être très très clair. Les tenants de l'hétérodoxie sont à 95% des gens de gauche, voire très à gauche, et le mainstream, c'est divers, mais c'est moins à gauche. Voilà, globalement. Vous avez des gens de gauche dans le mainstream, mais c'est plutôt gauche modérée, disons les choses comme ça. Voilà. Vous avez aussi, entre ces deux pôles, une espèce de marée, on va dire ça comme d'économistes appliqués, pas vraiment affiliés à un camp ou à un autre, qui font des analyses très appliquées, donc finalement, ils ne sont pas trop dans ces controverses. Alors ça s'est structuré aussi avec des associations professionnelles différentes. Donc moi, j'ai fait partie de l'association professionnelle qu'on appelle la FEP, l'Association française d'économie politique, et en face, vous avez l'Association française de sciences économiques. On a créé la FEP parce que la FSE avait un projet, disons, hégémonique, et c'était le cas notamment aussi de l'école d'économie de Toulouse, qui avait pour projet, en gros, de tarir tous les financements possibles pour tous les travaux qui n'étaient pas dans le camp mainstream, d'accord ? C'était vraiment pensé comme tel, et donc il y a eu une tentative de se sauver. Alors comment on s'est sauvé ? Ça a été en disant, il faut qu'on crée un CNU à part, enfin je veux dire une section CNU opposée, enfin différente, et puis il faut qu'on défende le pluralisme. En tout cas, c'était dans le discours, c'était ce qui était dit. Je précise qu'entre les deux camps, il n'y a aucun débat scientifique. Quand je dis aucun débat scientifique, c'est que les gens ne se lisent pas. Alors, je fais exception, moi je lis le camp qui est censé être en face, mais je peux témoigner de l'intérieur, mes collègues ne lisent pas le mainstream, et le mainstream ne lit pas ce qu'on fait. Donc on est sur, entre guillemets, des gens qui n'ont plus rien à faire ensemble, si ce n'est à partager le titre d'économiste. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un débat. Donc il y a eu tout un débat pour créer une section CNU, et voilà, bon ça c'est le camp, si je puis dire, AFEP, qui a fait dans les médias essayer de défendre cette idée-là. Sur le plan, disent il faut permettre le pluralisme, la concurrence, etc., sur le plan universitaire.
De l'autre côté, la réponse a été violente, si je puis dire, en tout cas sur le plan des mots, avec notamment notre prix Nobel en titre qui a dit c'est les gens qui sont mauvais qui essaient de se trouver une porte de sortie, voilà, c'est à peu près le compliment. Et puis d'autres collègues encore plus méchants qui ont dit nous vous êtes des négationnistes, c'est-à-dire vous niez les progrès de la science et il faut être de plus en plus éliminativiste des mauvais, si je puis dire. Donc autant vous dire que ça a été un moment assez dur, pénible, disons les choses comme ça. Mais cette controverse, c'est une pure controverse de reproduction d'école. Ça n'a aucun fondement, il n'y a pas eu d'analyse, sur l'analyse des entreprises, sur le fonctionnement des marchés, la macroéconomie, aucun débat, en fait. On est vraiment sur des positions existentielles, disons les choses comme ça, ou identitaires. Alors maintenant, je vais vous parler très rapidement, dans les 5 minutes qui me restent, de 2 controverses que je vais qualifier d'utiles, donc vous me permettrez d'être à vision très lointaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces controverses. Première controverse, la controverse sur le chômage keynésien et la rigidité des salaires. Alors, vous savez, dans les années 20 et les années 30, on voit la montée du chômage et va se constituer petit à petit 2 visions, grosso modo, du chômage. Une première vision, qui est la vision dite néoclassique ou classique, qui consiste à dire, et elle est énoncée à l'époque par Jacques Rueff, qui était un économiste français, polytechnicien, qui finira à la Cour de justice de la Communauté européenne et qui a été proche de Gaulle pendant un temps, de dire le chômage s'explique par la rigidité des salaires. Les salaires ne s'ajustent pas suffisamment vite par rapport au prix. C'est ce qui est la cause du chômage. Et donc, vous aviez par exemple fait analyse de corrélation qui montrait effectivement un lien entre le salaire réel et l'évolution du chômage. Ça va être repris par Pigou, un collègue de Keynes. Et ça va constituer le socle, je vais dire, mainstream du chômage pendant très longtemps. De l'autre côté, vous avez Keynes, je ne vais pas l'écrire en détail, mais il faut savoir qu'il était membre du Parti libéral, la gauche du Parti libéral, proche de Lloyd George. Et dès les années 20, en 27 à peu près, la plateforme de Lloyd George cherche à justifier les politiques de grands travaux. On est même avant 1929. Donc il s'agit de montrer qu'il faut un interventionnisme économique. À l'époque, Keynes est formé à Marshall, donc proche de Pigou, disons, et il n'a pas les moyens de le prouver. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir à l'université pour essayer de prouver que la plateforme de Lloyd George est favorable à l'emploi. Donc vous voyez, on est dans le pur activisme politique au départ, et là où c'est remarquable, c'est que Keynes était un génie, il va réussir à produire une théorie absolument incroyable. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, fait quelque chose de très positif, où il arrive à démontrer, où il pense démontrer qu'il existe un chômage qui ne s'explique pas par les rigidités du marché du travail. Mais paradoxalement, dans son modèle, il y a quand même la rigidité du salaire. Vous voyez le truc. Donc il va y avoir ensuite tout un débat postérieur pour essayer de voir si Keynes a raison. Donc première étape, c'est les premières formalisations. La théorie générale de Keynes n'est pas formalisée. Et on va formaliser le modèle et on va se rendre compte que Keynes n'est pas si révolutionnaire que ça, en fait. Qu'il y a des ponts possibles entre les keynésiens et les néoclassiques, ce qui va amener des premières formalisations. Très vite, la question de la rigidité du salaire revient avec des gens comme Hansen Modigliani, et on montre que, en fait, tu as quand même besoin de la rigidité du salaire nominal à la baisse pour que tu aies du chômage. Ce qui veut dire que ça contredit ce que Keynes disait lui-même en partant des hypothèses de Keynes, en partant, entre guillemets, du raisonnement de Keynes. Ça va amener ensuite des réactions, avec par exemple ce qu'on a appelé l'école du déséquilibre, où on va montrer que, je vous passe les détails, que Keynes, ce n'est pas forcément une vision d'équilibre, une vision de déséquilibre. Donc on crée une nouvelle conception. Puis, vous allez avoir des économistes de gauche, dits keynésiens, mais qui utilisent tous les outils néoclassiques possibles pour justifier ce que dit Keynes, mais en même temps qui revendiquent que le salaire nominal est visqueux, rigide. Et de l'autre côté, vous allez avoir la gauche, les keynésiens très à gauche, qui refusent, si je puis dire, le cadre proposé par toutes les autres interprétations, qui est un cadre statique, entre guillemets, avec, sur la question des prix. Mais
ces keynésiens de gauche ne reviennent pas sur l'hypothèse d'absence de flexibilité des salaires. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même appris quelque chose. C'est-à-dire qu'on a produit tout un tas de théories très intéressantes et on voit que la question du salaire nominal est importante. Bon, j'arrive à 20 minutes, donc je ne vais pas vous parler de la dernière controverse, qui est la controverse de Cambridge. Si vous voulez, je vous en parlerai, parce qu'elle est assez rigolote, bien qu'incompréhensible. Et je vais arriver directement à la conclusion. D'abord, pour vous dire que la liberté académique est nécessaire, ou sinon très utile, à la créativité, et à la fois pour la critique, et permettre l'existence de controverses. Pour moi, c'est ça qui est important. Bien sûr, elle favorise aussi le maintien d'oppositions qui peuvent être assez normatives. Donc ça, c'est entre guillemets le problème, et parfois donc stérile. Mais c'est aussi un motif d'innovation. Donc en fait, il peut y avoir des bons et des mauvais côtés, si je puis dire, au scholactivism. Voilà, disons les choses comme ça. L'important, c'est de définir les conditions pour que la liberté académique et les controverses fonctionnent collectivement correctement, c'est-à-dire définir un langage commun. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, sur la controverse sur le salaire, c'est qu'on a accepté un langage commun, les mathématiques. Il y a d'autres qui acceptent le langage empirique des statistiques, etc., qui permettent de faire ensemble. De se lire, ce qui devient de plus en plus compliqué, vous l'avez compris, en France. De ne pas en rester qu'à des débats métaphysiques, ce qui, parfois, est une tentation, voilà. Et qu'il existe des espaces pour que les différentes niches puissent exister, d'accord, et en même temps qu'elles se parlent. La clôture suppose la possibilité d'administrer la preuve sur le plan analytique et empirique, le langage commun, et effectivement une distance plus ou moins importante par rapport aux conséquences politiques au sens des valeurs de la science. Je termine pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est l'empirisme. Un ultra-empirisme par l'économétrie et l'expérimentation, où on va dire c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est faux. Et bon, alors c'est un progrès, je vais dire les choses comme ça, mais en même temps, c'est une arme pour exclure tous ceux qui ne pensent pas que cette méthode ou ces méthodes sont les seules à permettre d'administrer la preuve. Et voilà où nous en sommes. Et désolé, pardon, chers collègues, d'avoir un peu abusé de votre temps.